C'est la femme de Tyler qui nous l'a demandé personnellement, a texté maman. Elle dit que ta vie est trop chaotique pour les fêtes. Papa a ajouté, sois simplement mature à ce sujet. Je l'ai lu, j'ai posé mon téléphone et je me suis envolé pour la cérémonie du PDG de l'année de fortune. Le lendemain matin, la photo circulait, moi, serrant la main du président, tenant la plaque. À 9 h, le téléphone de ma mère a commencé à sonner. La femme de Tyler l'a vu en premier. Le message est arrivé un mardi. J'étais en train d'examiner un rapport trimestriel lorsque mon téléphone a vrombé sur mon bureau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à un message de mon assistante ou de l'un de mes chefs de division. Au lieu de cela, c'était le nom de ma mère. J'ai posé mon stylo et l'ai pris. Ma chérie, je dois te parler de Noël. La femme de Tyler nous a parlé hier soir. Elle dit que ta présence cette année rendrait les choses trop compliquées. Elle a mentionné que ta vie est un peu chaotique en ce moment et elle ne veut pas de cette énergie pendant les fêtes. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas que nous ne t'aimons pas. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Avant que je puisse l'assimiler, un autre message est arrivé. Mon père cette fois. Ta mère t'a parlé de Noël. Sois simplement mature à ce sujet. Brianna fait un véritable effort avec cette famille et nous ne voulons pas faire de vagues. Tu comprends? J'ai posé mon téléphone face contre le bureau et j'ai regardé par la baie vitrée allant du sol au plafond la ligne d'horizon de la ville. 41 étages plus bas. Les taxis étaient bloqués dans les embouteillages et les piétons traversaient dans le vent froid de décembre. Je les ai observés un long moment. Puis j'ai retourné mon téléphone et j'ai tapé 2 mots à ma mère. Bien sûr. À mon père, je n'ai rien envoyé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté l'itinéraire de voyage que mon assistante avait préparé 3 semaines plus tôt et j'ai confirmé mon vol. J'avais un endroit où être la veille de Noël. Cela n'avait rien à voir avec les dindes de centre de table ou l'esthétique des fêtes soigneusement organisées par Brianna. J'avais une cérémonie à laquelle assister. Pour comprendre ce qui s'est passé ce Noël-là, il faut comprendre d'où je viens et, plus important encore, ce que ma famille avait décidé que j'étais avant que j'aie mon mot à dire. J'ai grandi en étant l'enfant du milieu dans une famille qui récompensait la présentation avant tout. Mon frère aîné, Tyler, était la vedette. Athlétique, socialement à l'aise, le genre de personne qui entrait dans une pièce et en changeait immédiatement l'ambiance. Ma sœur cadette, Camille, était le bébé, protégé et choyé comme le sont souvent les plus jeunes. Et j'étais celle du milieu, celle qui lisait trop, qui posait trop de questions dérangeantes, qui ne manifestait pas l'enthousiasme dont mes parents semblaient avoir besoin. À l'âge de 14 ans, la dynamique familiale s'était calcifiée en quelque chose de permanent. Tyler était l'histoire d'un succès en devenir. J'étais le projet qui n'allait nulle part d'intéressant. Ce n'était pas une cruauté manifeste, ce qui rendait la chose presque plus difficile. C'était la mise à l'écart douce et constante que les familles pratiquent lorsqu'elles ont discrètement décidé qui compte. Mes réussites scolaires étaient reconnues de la même manière que l'on reconnaîtrait le jardin d'un voisin. Agréable, mais pas de quoi réorganiser son après-midi. Quand j'ai été admise dans un programme d'ingénierie compétitif à 18 ans, la réponse de ma mère a été de me demander si j'avais envisagé quelque chose de plus pratique. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention 4 ans plus tard, la célébration a duré le temps d'un dîner. Les promotions de Tyler donnaient lieu à des week-ends prolongés. Mes étapes importantes avaient droit à des dîners le mardi qui se terminaient à 21 h. J'ai déménagé à Chicago à 24 ans avec 60 000 € d'économie, un ordinateur portable et une idée que je peaufinais depuis 2 ans. L'idée concernait l'intelligence de la chaîne d'approvisionnement, utilisant la modélisation prédictive pour aider les fabricants de taille moyenne à anticiper les perturbations avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. Ce n'était pas glamour. Ça n'avait pas l'éclat grand public d'une application ou d'une plateforme. Mais le problème était réel. Le marché était mal desservi et je le comprenais mieux que presque tous ceux que j'avais rencontrés. J'ai créé ma société discrètement. J'ai dit à ma famille que je faisais du conseil et je me suis arrêté là, non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'avais appris à ce moment-là que partager mes progrès avec ma famille avant qu'ils ne soient inattaquables était une invitation à un type particulier de dommage. Le minage lent et patient, déguisé en inquiétude. Est-ce vraiment durable? As-tu pensé à ce qui se passera si ça ne marche pas? L'entreprise de Tyler offre de bons avantages. Tu sais, tu pourrais toujours postuler.
J'avais entendu les variantes toute ma vie. J'ai cessé de leur donner matière à critiquer. Ma première année, j'ai failli être à court d'argent 2 fois. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant des mois et j'ai mangé plus de sandwichs de supérette que je ne veux m'en souvenir. Ma deuxième année, j'ai décroché 2 clients de taille moyenne qui étaient assez désespérés pour essayer quelque chose de nouveau et assez intelligents pour reconnaître ce qu'ils obtenaient. Ma troisième année, ces clients m'en ont référé 3 autres. La quatrième année, j'avais 22 employés et des revenus qui auraient fait tomber la mâchoire de mon père s'il l'avait su. Il ne le savait pas. Pas plus que ma mère, Tyler ou Camille. Je rentrais à la maison pour les fêtes quand j'étais invité. Je gardais les conversations superficielles. J'écoutais les nouvelles sur la carrière de Tyler dans une société financière, le programme de 3e cycle de Camille, les projets de rénovation de mes parents. Je disais les bonnes choses. Je souriais au bon moment. Je retournais à l'aéroport à l'heure prévue et je reprenais ma vraie vie sans cérémonie. Ça fonctionnait parce que personne n'était particulièrement curieux de la mienne. Tyler a épousé Brianna 11 mois avant ce Noël. J'ai assisté au mariage. Je portais la robe sur laquelle Camille et moi nous étions mises d'accord lors du seul appel de planification auquel j'ai été incluse. Je me suis assise à la table qui m'était assignée, j'ai bu le champagne qui m'a été servi et j'ai regardé mon frère épouser une femme que j'avais rencontrée en tout et pour tout 4 fois. Brianna était précise. C'est le mot le plus exact que j'ai pour elle. Elle était précise sur l'esthétique, sur le positionnement social, sur l'image qu'elle et Tyler projetaient en tant que couple. Elle venait d'un milieu aisé, pas exactement d'une richesse générationnelle, mais du genre de milieu de classe moyenne supérieure confortable qui engendre une confiance spécifique sur la façon dont les choses devraient paraître et sur qui appartient à quelle pièce. Dès que Tyler l'a ramenée à la maison, je l'ai regardé mener discrètement un audit de notre famille. Tyler, impeccable, prometteur, présentable. Camille, jeune, déférente, malléable. Mes parents, désireux de plaire, reconnaissants de son approbation. Et moi, j'ai vu l'évaluation se produire. J'ai appris à la reconnaître. Cette immobilité particulière dans l'expression de quelqu'un lorsqu'il décide dans quelle catégorie vous classer. Avec Brianna, cela a pris environ 20 minutes lors de notre premier dîner. Elle m'a regardé répondre à une question sur mon travail de conseil et de développement de logiciels. Elle a regardé mes parents ne pas en dire plus et a pris sa décision. J'étais le passif, celle qui n'était pas définie, le fil qui dépassait dans un portrait de famille autrement gérable. Elle était polie. Elle est trop précise pour une grossièreté ouverte. Mais au cours des mois suivants, j'ai remarqué que la texture de mon inclusion changeait. Le chat de groupe familial a commencé à présenter plus de projets dont j'entendais parler après coup. Les appels de ma mère sont devenus légèrement plus brefs. Quand je suis rentré pour un week-end d'anniversaire en octobre, je suis arrivé à un dîner déjà à moitié terminé parce que l'heure de début avait été avancée et elle m'avait envoyé un texto. Elle ne l'avait pas fait. Rien de tout cela n'était prouvable. Tout était délibéré. Tyler, de son côté, a fait ce que Tyler a toujours fait quand quelque chose de désagréable entre dans la pièce. Il a regardé ailleurs et a appelé ça éviter les histoires. En novembre, j'avais accepté le schéma. Je n'aimais pas ça, mais je le comprenais. Brianna avait décidé que je ne cadrais pas, et ma famille, désireuse de satisfaire sa nouvelle acquisition, ajustait tranquillement son comportement en conséquence. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'il le rende officiel. Le prix du PDG de l'année de fortune n'est pas une cérémonie que la plupart des gens connaissent, à moins d'évoluer dans certains cercles. Il n'est pas télévisé en prime time. Il n'a pas de tapis rouge au sens traditionnel du terme. Ce qu'il a, c'est une salle remplie de personnes qui ont collectivement bâti, financé ou influencé plus d'activités économiques que la plupart des pays ne génèrent en un trimestre, et un processus de sélection qui prend 14 mois d'évaluation avant qu'un nom ne soit choisi. On m'avait notifié en octobre que j'étais la lauréate du cycle de cette année. À ce stade, mon entreprise était devenue quelque chose que je n'avais vraiment pas prévu en la créant. Ce qui avait commencé comme une plateforme d'intelligence de la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants de taille moyenne s'était développé, grâce à une combinaison d'acquisitions stratégiques et de croissance organique. Pour devenir une entreprise de technologie logistique complète opérant dans 11 pays. Nous avions 437 employés. Notre dernière valorisation, réalisée lors d'un tour de financement de série C 8 mois plus tôt, s'élevait à 380 millions d'euros. Je n'ai pas affiché ce chiffre sur mes réseaux sociaux personnels,
dont je n'avais presque aucun. Le profil de mon entreprise était public, bien sûr. Communiqué de presse, couverture par l'industrie, une page LinkedIn que mon équipe de communication gérait. Mais je n'avais pas d'Instagram personnel, pas de Twitter, pas de Facebook. J'existais dans des contextes professionnels et nulle part ailleurs. Ce qui signifiait qu'une recherche Google de mon nom par quelqu'un qui ne cherchait pas aux bons endroits ne donnerait que peu de résultats. Ma famille n'avait apparemment jamais cherché. La cérémonie avait lieu le 24 décembre dans un hôtel de Washington DC, le genre de bâtiment qui n'a pas besoin de faire de publicité parce que les gens qui l'utilisent le connaissent déjà. Je suis arrivé en avion le matin même, j'ai pris ma suite et j'ai passé 2 heures à me préparer avant d'être récupéré par la coordinatrice de l'événement. La salle était exactement ce à quoi je m'attendais. Sérieuse, calme, chère d'une manière qui ne s'annonce pas. J'ai reconnu des visages dont j'avais lu les noms dans les publications de l'industrie et j'ai serré la main de personnes que j'admirais à une distance respectable depuis des années. Mon discours, quand je l'ai prononcé, a duré 7 minutes. Je l'avais écrit moi-même, 3 versions, et j'ai dit ce que je pensais sans fioriture. Et puis la photo est arrivée. Elle a été prise lors de la présentation officielle. Moi, acceptant la plaque avec l'ancien président des États-Unis debout à ma gauche. Il avait été l'orateur principal, une tradition annuelle pour cet événement particulier, et la photographie était standard. Chaque lauréat en avait une. Ma directrice de la communication était dans la salle. Elle avait autorisé l'image pour le communiqué de presse de Fortune. Elle a été mise en ligne sur le site web de Fortune et sur leur compte de réseaux sociaux à 23h59. À 6h du matin le jour de Noël, elle avait 40 000 partages. À 9h, le nombre dépassait les 200 000. Je dormais encore quand mon téléphone a commencé à bouger. Je me suis réveillé avec 47 appels manqués. Ce n'est pas un nombre que j'ai l'habitude de voir. Je me suis assise dans le lit de l'hôtel, j'ai regardé l'écran et j'ai ressenti un calme particulier qui, je pense, vient du fait de savoir déjà, quelque part en dessous du niveau de la pensée consciente, que la chose à laquelle on se prépare tranquillement est enfin arrivée. 11 des appels provenaient de ma mère. 7 de Camille. 3 de Tyler. Aucun de Brianna, ce que j'ai trouvé instructif. J'ai pris une douche, commandé le petit déjeuner au service d'étage et je l'ai mangé à la fenêtre pendant que les appels continuaient de s'accumuler. À 9h45, j'ai appelé ma directrice de la communication. Bonjour, dit-elle, et je pouvais entendre l'excitation contenue dans sa voix. Alors, la photo. Donne-moi les chiffres, ai-je dit. Elle me les a donnés. J'ai écouté sans expression, j'ai fini mon café et je l'ai remercié. Puis, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai regardé la ville un moment. Ma mère a de nouveau appelé à 10h15. J'ai laissé sonner. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que je n'ai pas pris la décision à ce moment-là d'être cruel ou d'orchestrer une confrontation. J'ai simplement décidé de prendre mon temps. J'avais passé des années à être disponible et accommodante selon un horaire qui convenait à tout le monde sauf à moi. Je pouvais finir mon petit déjeuner, profiter de la vue et rappeler quand je serais prête. Pour une fois, cela semblait être une chose raisonnable à faire. J'ai d'abord appelé Camille parce que, de toute la famille, elle a toujours été la plus sincèrement curieuse des autres. Même si cette curiosité avait été quelque peu atténuée ces dernières années par la proximité de l'influence de Brianna. Elle a décroché à la première sonnerie. « Oh mon Dieu, dit-elle. Pas de salutation, juste ça. Bonjour, Cam. Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Sa voix avait cette qualité particulière de quelqu'un qui se recalibre rapidement. Depuis combien de temps ça dure? Je veux dire, l'entreprise, la valorisation, tout ça. Depuis combien de temps? Un certain temps. Un certain temps. Elle a fait un son que je n'ai pas pu classifier. C'est ça ta réponse. Un certain temps. Joyeux Noël, ai-je dit. Puis elle a ri. Un rire court, légèrement hystérique. Maman est en train de perdre la tête. Je veux que tu saches qu'elle fait les 100 pas depuis 8 heures. Est-ce que Tyler est là? Un bref silence. Oui. Lui et Brianna sont arrivés hier soir. Et comment va Brianna? Un autre silence. Plus long cette fois. Elle n'a pas dit grand-chose, dit Camille prudemment. Elle a été très silencieuse.
Je parie qu'elle l'a été, ai-je pensé. J'ai appelé ma mère à 10h45. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Alexandra. Sa voix avait une qualité tendue, comme quelqu'un qui avait répété plusieurs phrases d'introduction et les avait toutes abandonnées. J'ai vu là. Nous avons tous vu. Il y a une photo de toi et... Je suis au courant pour la photo, maman. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? La question est sortie brute et sans fioriture, ce qui n'est pas typique de ma mère. C'est une femme posée, habile à maintenir une certaine surface lisse. Cette crudité m'a appris quelque chose sur la façon dont la matinée s'était déroulée pour elle. J'étais concentré sur la construction de l'entreprise, ai-je dit. Je ne voulais pas de distraction. Distraction. Elle a répété le mot comme pour en tester le poids. Alexandra, ce n'est pas. Tu aurais dû nous le dire. Nous sommes ta famille. Je n'ai pas dit ce que je pensais. Ce que je pensais, c'était, vous m'avez dit de ne pas venir à Noël. La femme de Tyler a décidé que j'étais trop chaotique. Papa m'a dit d'être mature à ce sujet. Il y a 3 jours. Au lieu de cela, j'ai dit, comment va tout le monde? Une pause fracturée. Ils sont là. Nous sommes tous là. Nous aimerions que tu viennes si tu. Je veux dire, nous serions ravis de t'avoir si tu es encore en ville ou si tu peux prendre un vol. Je suis à DC, ai-je dit. La cérémonie était ici. Bien sûr. Oui. La cérémonie. Alexandra, cette plaque. Est-ce que c'est vraiment? C'est vrai, maman. Je l'ai entendu expirer. Une longue et prudente expiration. Nous n'avions aucune idée. Je sais, ai-je dit. Pourquoi? La question est sortie petite, presque sincèrement confuse. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Tous ces dîners, tous ces Noëls, tu n'as jamais mentionné. Ça n'a jamais semblé être le bon moment, ai-je dit. C'était la réponse la plus honnête que j'avais et aussi la plus miséricordieuse. La réponse complète aurait pris le reste de la matinée et aurait été plus difficile pour tout le monde. Je lui ai dit que je rappellerais plus tard. Je le pensais. J'ai ensuite appelé mon père. La conversation a été plus courte. Mon père n'est pas un homme qui traite les émotions en temps réel. Il les classe quelque part à l'intérieur et produit une réponse 3 à 5 jours ouvrables plus tard. Ce qu'il a dit, c'est « J'ai vu les nouvelles ». C'est quelque chose, Alexandra. Ce que j'ai entendu en dessous, c'était un homme confronté au fossé entre l'histoire qu'il s'était racontée sur ses enfants et l'histoire qui venait de devenir un fait public. Oui, ai-je convenu. Nous devrions parler, a-t-il dit. Nous devrions. J'ai dit que je le ferais. Je n'ai pas appelé Tyler. J'ai reconstitué cela à partir de ce que Camille m'a dit plus tard avec beaucoup de détails et de quelque chose que Tyler a finalement dit lui-même. La photo était apparue d'abord sur le téléphone de Brianna. Elle l'avait vue partagée par un contact professionnel, quelqu'un de la finance qui suivait les comptes sociaux de fortune et avait reconnu mon visage, ou plutôt reconnu le visage qui ressemblait assez à celui de Tyler pour qu'il n'y ait aucun doute d'identité. Elle l'a montré à Tyler sans commentaire et a posé son téléphone face contre le comptoir de la cuisine. Tyler a lu la légende. Puis il l'a relue. Puis il a ouvert son propre téléphone et a cherché mon nom pour ce qui semble avoir été la première fois depuis longtemps. Ce qui est apparu était considérable. La page de presse de notre entreprise. 3 ans de couverture par l'industrie, un profil dans une publication spécialisée en logistique du printemps précédent, une interview que j'avais donnée en octobre à un podcast d'affaires avec quelques centaines de milliers d'auditeurs, la reconnaissance de Forbes. L'annonce de la série c'est avec le chiffre de valorisation correspondant. Au moment où ma mère est descendue ce matin-là, Tyler fixait son téléphone dans la cuisine depuis 40 minutes. Selon Camille, qui a été témoin de cela, ma mère a lu la légende sur le téléphone que Tyler lui a tendu en silence, puis s'est assise à la table de la cuisine sans enlever son manteau, qu'elle venait de mettre pour sortir le chien. Elle est juste restée assise là, m'a dit Camille plus tard, pendant environ 3 minutes. Juste assise là. Brianna s'était à un moment donné déplacée dans le salon. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle n'a rien dit à personne pendant la majeure partie de la matinée. Elle s'est assise dans le fauteuil près de la cheminée qu'elle avait désigné comme son siège préféré depuis qu'elle faisait partie de la famille, et elle était très immobile et très silencieuse. Vers 11h30, ma tante Karen, la sœur de ma mère,
qui était venue pour les fêtes, est arrivée à la maison et est entrée pour trouver ce qu'elle a décrit comme le matin de Noël le plus étrange que j'ai jamais vu. On lui a montré la photo. Elle a lu la légende. Elle a regardé les visages assemblés de ma famille immédiate. Et puis tante Karen, qui n'a jamais, de ma mémoire vivante, privilégié la bienséance sociale à l'honnêteté, a dit « N'est-ce pas celle que vous n'avez pas invitée ?» La pièce est devenue silencieuse. Tante Karen a regardé ma mère. « Ne m'as-tu pas envoyé un texto la semaine dernière pour dire qu'elle ne venait pas ? N'était-ce pas quelque chose à propos d'elle étant trop chaotique ?» Ma mère a dit quelque chose. Camille ne se souvient pas exactement de quoi, mais le caractérise comme n'étant pas une phrase complète. Tante Karen a regardé Tyler, puis Brianna, puis de nouveau le téléphone. C'est la PDG de l'année, a-t-elle dit avec la clarté particulière de quelqu'un qui énonce quelque chose qui ne devrait pas avoir besoin d'être énoncé. Le magazine Fortune. C'est ta sœur. Personne ne lui a répondu. C'est la partie dont Camille et moi avons le plus parlé dans les mois qui ont suivi. Pas la photo, pas la reconnaissance publique, pas même le chiffre de la valorisation qui a finalement circulé dans la famille élargie comme une pierre jetée dans l'eau calme. La partie la plus importante s'est produite dans ce salon lorsque ma tante a posé une question simple et que personne dans ma famille immédiate n'a pu produire une réponse qui ne les impliquait pas. En début d'après-midi, divers membres de la famille élargie avaient envoyé des textos à ma mère, des cousins, ma grand-mère du côté de mon père, qui naviguait apparemment sur les réseaux sociaux plus efficacement que quiconque ne l'avait cru auparavant. 2 de mes oncles. Le texto avait une forme cohérente. Est-ce que c'est ton Alexandra ? Le savais-tu ? Ma mère a répondu à chacun. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Camille dit qu'elle a passé la majeure partie de l'après-midi sur son téléphone, ce qui est inhabituel pour elle. Elle considère l'utilisation excessive du téléphone lors des réunions de famille comme étant légèrement inconvenante. Tyler, de toute évidence, a passé l'après-midi à gérer tranquillement sa propre réaction, c'est-à-dire qu'il s'est assis dans la salle familiale et a regardé le football avec mon père en parlant peu. C'est la méthode établie de Tyler pour gérer les choses qu'il n'a pas encore organisées en un récit avec lequel il est à l'aise. Il regarde le football et attend que la situation se résolve d'elle-même ou que quelqu'un d'autre parle en premier. Brianna a quitté le fauteuil à un moment donné et a passé du temps dans la chambre d'amis où elle et Tyler séjournaient. Camille a frappé à la porte à un moment donné et on lui a dit que tout allait bien. Rien dans la journée ne suggérait que tout allait bien. Le dîner, m'a dit Camille, était étrange. Silencieux par moments, tout le monde était présent et personne ne jouait tout à fait la chaleur que les dîners de Noël dans ma famille exigent généralement un effort significatif pour produire. La farce de ma mère était bonne, comme toujours. Le vin a été versé. La conversation se déroulait à environ la moitié de son rythme habituel et évitait, d'un accord collectif bien que tacite, le sujet qui générait sa propre attraction gravitationnelle au centre de la table. Tante Karen, à son crédit, ou peut-être à l'exaspération de tous les autres, n'a pas accepté de l'éviter. « Est-ce que quelqu'un va parler d'Alexandra » a-t-elle demandé environ 15 minutes après le début du repas. Pause. « Nous allons lui parler » a dit ma mère. « Bien » a dit tante Karen et elle est retournée à sa farce. Plus tard, Camille m'a dit que le repas s'était terminé tôt, que Tyler et Brianna étaient montés avant le dessert. Que mes parents s'étaient assis à la table de la cuisine après que tout le monde se soit dispersé et qu'ils y étaient encore quand Camille est allée se coucher. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je connais mon père et je sais qu'il ne s'assoit pas à une table de cuisine après le dîner à moins que quelque chose ne l'oblige à se recalibrer de manière fondamentale. Il est, sous la surface polie, un homme qui croit sincèrement avoir toujours eu de bonnes intentions. Ce que la photo l'a forcé à affronter, c'est le fossé entre avoir de bonnes intentions et bien agir. Ce n'est pas un fossé confortable avec lequel s'asseoir à une table de cuisine le soir de Noël. Je suis rentré à Chicago le 26. Ma mère a appelé ce soir-là. J'ai répondu. Je veux expliquer, dit-elle. Tu n'as pas à le faire, lui ai-je dit. Et je le pensais, non pas comme un rejet, mais parce que j'avais eu 2 jours et que je n'en avais passé aucun dans le genre de douleur vive et réactive qui nécessite une explication pour se calmer. J'étais au-delà de l'explication. J'étais quelque part plus loin. Je veux le faire, dit-elle. J'ai besoin de le faire. Pause. Brianna nous a demandé de ne pas t'inviter, et nous n'avons pas résisté. Nous aurions dû. Ton père et moi en avons parlé hier soir, et sa voix s'est légèrement brisée.
Nous avons mal géré la situation. Oui, ai-je dit. Pas cruellement, juste avec précision. Tu ne nous as jamais rien dit, dit-elle, et je pouvais l'entendre essayer de trouver une part de responsabilité partagée là-dedans. Si nous avions su. Maman, j'ai attendu un instant. Est-ce que cela aurait changé la façon dont vous me traitiez avant la photo? Silence. Ce n'est pas. Je veux penser que oui, dit-elle lentement. Mais ce n'est pas une chose juste à promettre. Je l'ai respecté pour cette réponse. Il aurait été facile de dire oui. Facile et creux, et nous l'aurions su toutes les deux. La réponse honnête, celle qu'elle a donnée, m'a dit qu'elle faisait un vrai travail à l'autre bout du fil, pas un travail de façade. Je ne vous ai rien dit, ai-je dit, parce que vous n'avez jamais demandé. Pas en disant. Pas une seule fois quelqu'un dans cette famille n'a demandé ce que j'étais réellement en train de construire. Vous avez demandé si j'étais stable. Vous avez demandé si j'allais bien. Vous avez demandé si j'avais pensé à une option plus sûre. Vous n'avez jamais demandé une seule fois ce que je faisais parce que vous étiez curieux. Un autre silence, plus long. C'est vrai, dit-elle doucement. Je sais. Je suis désolée, dit-elle, pour le texto, pour Noël, pour beaucoup de choses. En fait. Je l'ai cru. C'est ce qui différencie ma mère de Brianna. Elle est capable d'un remords sincère. Ce n'est pas immédiat, et il faut une pression pour qu'il fasse surface, mais il est réel quand il arrive. Je sais que tu le es, ai-je dit. Nous avons parlé pendant encore 40 minutes de l'entreprise, qu'elle voulait comprendre correctement cette fois, de mon appartement, qu'elle n'avait jamais visité, de la cérémonie, sur laquelle elle a posé des questions détaillées. À quoi ressemblait la salle, ce que je portais, ce que j'avais dit dans mon discours. Je lui ai raconté. Elle a écouté sans ramener la conversation à elle, ce qui n'est pas toujours son mode par défaut. Mon père a pris le téléphone à la fin. Il a dit, « Je suis fier de toi, Alexandra. » J'aurais dû le dire plus souvent. 8 mots qui auraient signifié plus il y a 15 ans, mais qui signifiaient encore quelque chose maintenant. Merci, papa, ai-je dit. Brianna ne m'a jamais appelé. Elle a envoyé un texto 11 jours après Noël qui disait, « Salut, Alexandra. Je suis désolé de la façon dont les fêtes se sont déroulées. J'espère que nous pourrons repartir sur de nouvelles bases. » C'était poli, précis et prudent. Exactement ce à quoi je me serais attendu de sa part. Je l'ai lu, j'y ai réfléchi et j'ai répondu, « Merci, Brianna. Bonne année. » C'était tout. Nous n'avons pas eu de confrontation dramatique. Nous n'avons pas crevé l'abcès. D'après mon expérience, les gens comme Brianna ne se transforment pas, ils se repositionnent. La dynamique du pouvoir avait changé et elle avait identifié la nouvelle configuration et s'était ajustée en conséquence. Elle serait plus chaleureuse avec moi lors des futurs événements familiaux, plus inclusive, plus prudente. Elle ne répéterait pas l'erreur de me sous-estimer ouvertement. Savoir si cela constitue une relation est une question à laquelle les années futures répondront. Tyler m'a appelé début janvier. Cette conversation a été plus difficile et plus utile. J'aurais dû m'opposer, a-t-il dit. Pas tout à fait des excuses, mais Tyler ne s'excuse pas directement. Il reconnaît l'erreur dans le langage tendant vers la forme passive des gens qui n'ont pas été élevés pour dire pardon. Quand Brianna a dit ce qu'elle a dit sur toi, j'aurais dû dire quelque chose. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Je ne savais pas. Tyler, j'ai attendu. Tu ne savais pas pour l'entreprise. C'est juste. Mais tu savais pour le texto. Tu savais que j'étais exclu et tu ne m'as pas appelé. Un silence. Tu as raison, a-t-il dit. Nous avons parlé pendant 1 heure. Ce n'était pas résolu en 1 heure. Je ne pense pas que ce le sera en une seule conversation, mais ça a bougé. Tyler est, sous sa bienséance et sa tendance à se détourner des frictions, quelqu'un avec une conscience fonctionnelle. Il faut parfois attendre que cela se manifeste. Ma relation avec Camille, qui n'avait jamais soutenu l'exclusion et m'avait envoyé un texto en privé la veille de Noël pour dire qu'elle trouvait tout cela injuste, s'est approfondie. Elle est venue me voir à Chicago en février. Je l'ai emmenée dîner, je lui ai montré le bureau et je l'ai présenté à mon équipe. Elle a pleuré dans l'ascenseur en descendant, ce qu'elle a mis sur le compte de l'altitude, ce qui n'avait aucun sens étant donné que nous étions à Chicago. Mais je l'ai laissé faire.
Les gens n'arrêtaient pas de me demander, dans les interviews, lors d'événements, de la manière dont les questions s'accumulent lorsque quelque chose devient inopinément public, ce que j'avais ressenti lorsque la photo s'est répandue comme elle l'a fait. La réponse honnête est que je ne me sentais pas vengé. La vengeance implique que vous aviez besoin d'une confirmation externe pour connaître votre propre valeur, et j'avais pris la décision tôt dans ma carrière de ne pas structurer mon estime de moi de cette manière. C'est une décision utile. Je la recommande. Ce que j'ai ressenti plus précisément, c'était quelque chose comme un soulagement. Non pas que les gens sachent, mais que le fossé entre qui ma famille croyait que j'étais et qui j'étais réellement s'était enfin effondré. J'avais maintenu ce fossé pendant des années, soigneusement, délibérément, seul. C'est épuisant de vivre dans la distance entre les perceptions des autres et votre réalité. La photo a comblé cette distance. Pas de la manière que j'aurais choisie, peut-être, mais elle l'a comblée. Ma mère a visité mon bureau 2 fois depuis. Elle fait toujours une pause dans le hall d'entrée quand elle arrive, en regardant le nom sur l'annuaire de l'immeuble, et j'ai appris à ne rien dire pendant cette pause. Je la laisse faire. Elle dit généralement la même chose quand nous montons. J'aurais dû demander. Et chaque fois, je lui donne la même réponse. Tu demandes maintenant. C'est suffisant. Ça doit être suffisant. Parce que l'alternative, porter la dette de chaque année où ils n'ont pas demandé, de chaque dîner où ils m'ont résumé, de chaque Noël où ils ont laissé le confort de quelqu'un d'autre primer sur mon appartenance, est une chose plus lourde à porter que la construction de l'entreprise ne l'a été. Et j'ai déjà porté des choses plus lourdes que je n'aurais dû. J'ai posé le téléphone le matin de Noël. Je me suis envolé pour la cérémonie. J'ai serré la main que j'avais travaillé une décennie pour être en position de serrer. Et puis je suis rentré à la maison. C'est l'histoire. Tout le drame qui a suivi n'en était que l'écho.